Au Premier ministre et aux membres du gouvernement à l'Assemblée nationale, l'insécurité dans les villes et campagnes, ainsi que la pénurie de cartes d'identité et de passeports ont été les sujets évoqués. Sport, football, la Coupe du Monde 2014 est officiellement lancée avec ce match Brésil-Croatie que vous venez de suivre. La compétition se poursuivra jusqu'au 13 juillet, soit un mois de compétition. Nous recevrons sur ce plateau Khalifa Naman Traoré. Il est le responsable du Desport de la télévision nationale. Pour plus d'informations. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le nouveau président élu de Guinée-Bissau est arrivé en début de soirée à Bamako pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le Premier ministre Moussa Mara. Ensuite, le nouveau chef d'État bissau-guinéen s'est rendu à la résidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Les deux personnalités réaffirment leur volonté à renforcer et à dynamiser la coopération bilatérale entre les deux pays. Nous y reviendrons dans nos éditions de demain avec Bourama Traoré. Et ce communiqué du gouvernement de la République du Mali, le gouvernement de la République du Mali condamne fermement l'attentat lâche et criminel à la voiture piégée perpétré ce mercredi 11 juin 2014 à Aguelhok ayant fait des morts et des blessés parmi les soldats tchadiens et maliens présents dans cette localité du Mali. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement adresse ses condoléances émues au gouvernement frère du Tchad et à la MINUSMA et aux familles tchadiennes et maliennes des illustres disparus, arrachés si brutalement à notre affection en mission de paix et de sécurité dans notre pays. Il formule des vœux de prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement du Mali reste déterminé à œuvrer avec ses partenaires pour poursuivre et traduire en justice les auteurs et les complices de ces crimes ignobles. Le gouvernement du Mali renouvelle son engagement avec l'appui de la communauté internationale à poursuivre la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Atelier sur la transparence et l'accès à l'information dans la gestion des affaires publiques. Les travaux ont démarré ce jour même avec comme objectif consolider les biens et institutions entre administration et usagers. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre Mahamadou Doumbia Koultrandu. Les enjeux de la transparence dans la gestion des affaires publiques, le recueil des commentaires, l'observation et les propositions des participants sur le projet de document élaboré à cet effet, tels sont les objectifs substantiels de cet atelier. Le document cadre de politique nationale de transparence soumis aux représentants des différents départements ministériels, du secteur privé, de la société civile et des partenaires techniques et financiers permettra de renforcer une citoyenneté plus engagée. La transparence et l'ouverture, sans être des panacées, peuvent largement y contribuer en créant le cadre d'une bonne participation et d'une citoyenneté plus engagée et réellement constructive parce que bien informée et se sentant écoutée. Des expériences existent. On peut citer la loi sur les relations administration-usagers, le budget citoyen, les restitutions de comptes administratifs dans les communes et j'en passe. Au dire de l'ambassadeur Martin Brothers, le Royaume des Pays-Bas soutient cet atelier qui renforce le droit à l'information, la construction d'une opinion publique responsable et une société civile qui joue un rôle de contre-pouvoir. Pour le Premier ministre en matière de transparence, la souveraineté appartient au peuple et le gouvernement a l'obligation de rendre compte. La transparence est également un engagement du gouvernement à travers le plan d'action gouvernemental qui fixe les grands principes qui doivent guider l'action publique, à savoir une éthique de la responsabilité exigeant de tout détenteur de charges publiques, un comportement exemplaire réhabilitant le travail et le mérite, une exigence de qualité et d'accessibilité du plus grand nombre aux services publics, la participation de tous les citoyens à travers le renforcement des institutions démocratiques. Une restitution des résultats de l'atelier en plénière accompagnée de la synthèse du document final sur la transparence mettront fin à cet atelier. L'espace démocratique s'élargit à l'Assemblée nationale avec aujourd'hui les questions d'actualité au Premier ministre et aux membres du gouvernement. Au sein des échanges
l'insécurité grandissante dans les villes et campagnes, ainsi que la pénurie de cartes d'identité et de passeports. Mamari Kone. En application des dispositions de l'article 91 du règlement intérieur du Parlement, Moussa Mara et le général Sada Samake sont venus échanger avec les élus de la nation autour de deux préoccupations du moment, à savoir l'insécurité grandissante dans les villes et campagnes et la pénurie des cartes d'identité et des passeports. Dans un débat direct et franc, le gouvernement a répondu sans détour aux préoccupations soulevées. Premier centre d'intérêt de l'exercice, les braquages, vols à main armée, enlèvement des motos, entre autres. Sur le premier point, le ministre de la Sécurité a reconnu les efforts consentis par les forces de sécurité malgré la faiblesse des moyens mis à leur disposition. Que chaque fois qu'il y a eu braquage ou enlèvement de moto, il faut avoir le courage de le dire, la police a pu rattraper les bandits. Ça, je donne cette assurance. Et le dernier en date, c'est un groupe de Nigérians qui opérait dans le secteur de la Banque of Africa et qui opérait même de plein jour. Ils attendent que les gens sortent des banques, ils jettent un truc de pointe pour crever les véhicules pendant que les gens s'affairent à changer les roues, ils viennent les braquer. Nous avons mis la main dessus. Toutefois, se procurer une carte d'identité est un véritable parcours de combattant, du moins, c'est le point de vue de plusieurs députés. Le ministre de l'Intérieur s'en explique. La seule explication pour la pénurie de cartes d'identité et de passeports réside dans la faiblesse de notre dotation budgétaire. Pour une population de demandeurs, je vais parler de cartes d'identité nationale, de cartes d'identité consulaire et de passeports, estimés à peu près à 5 millions, de 5 à 8 millions, nous avons une dotation budgétaire de 700 000 en carte d'identité nationale, de 78 000 en carte d'identité consulaire et de 100 000 en passeport. En tous les cas, dira le ministre, des dispositions sont prises pour mettre fin à la fraude et à toutes les tracasseries liées à l'obtention de ces documents administratifs. Nous avons constaté, aussi bien au niveau de la police, de la gendarmerie, de certaines préfectures, des agents qui se livrent à une fraude déguisée. Et d'abord, les mesures prises au niveau interne. Nous avons activé les structures de contrôle, d'inspection. Il faut que les agents sur le terrain soient constamment contrôlés et suivis. La deuxième mesure, il faut la sensibilisation, aussi bien de ceux qui délivrent les passeports que les demandeurs. Et troisième mesure, les sanctions. Aujourd'hui, je peux attester qu'il y a au moins, je ne vais pas donner le chiffre, mais plusieurs policiers et gendarmes ont été sanctionnés parce qu'ils ont été pris sur le fait. L'augmentation très prochaine du budget consacré à la confection des cartes d'identité et la mise en circulation très prochaine du nouveau passeport biométrique permettront sans doute de mieux sécuriser ces documents administratifs. Par rapport aux pièces d'identité, nous sommes en train d'évoluer progressivement en augmentant les dotations budgétaires sur ce segment-là. Et notre objectif, c'est d'arriver assez rapidement à réaliser 1 200 000 cartes d'identité contre 700 000 cette année. Je pense que d'ici 2015-2016, on arrivera à ces résultats et ça résorbera une grande partie des insuffisances en la matière. Nous allons faire des passeports biométriques avec des puces infalsifiables et pas aucune possibilité d'intervention pour son établissement. Personne ne peut intervenir, même le ministre ne peut pas intervenir pour l'établissement de ce passeport. Nous avons demandé que ce passeport serait une identification unique pour tout le monde. Et vous allez, je m'excuse, il faut qu'on revienne à une gestion correcte de nos documents administratifs. En outre, les élus de la nation ont voulu avoir des éclairages sur l'attaque du domicile de l'ancien président Alpha Omar Konaré. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'est une bande de voleurs qui opéraient, qui étaient à la recherche de fils électriques, des fils qui sont recherchés. Ils se sont organisés et ils ne savaient même pas que c'était le domicile du président. Ils ont vu un mur, il y avait un premier guetteur qui est monté sur le mur. C'est lui qui était là pour alerter les autres. Quand ils ont commencé à couper les fils à pratiquement 1 km avant d'arriver au domicile, une partie de la résidence a été dans l'obscurité. Le chef de poste qui était là-bas, il pensait à une coupure. Mais quand il a vu que l'autre partie, là où il y a la résidence principale, était éclairée, il a réveillé ses hommes et il a commencé à les positionner. C'est quand une des sentinelles était en train d'aller se placer, il ne savait pas que le guetteur était là-haut,
Mais lui, il a vu la sentinelle venir. Et dans la précipitation, il pensait que cette dernière était venue pour lui. Il a tiré sur lui avec un fusil de fabrication artisanale. Et il a raté la sentinelle. Et immédiatement, en bon soldat, il a riposté. Et la rafale l'a pris en pleine poitrine. Il est tombé. Et les autres sont partis. Moi, je me suis transporté immédiatement sur les lieux. J'ai rencontré l'épouse de l'ancien chef de l'État. Je suis venu avec les officiers enquêteurs. Déjà la veille, la gendarmerie a fait son travail. Et nous pouvons être à mesure de vous dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont opéré sont au niveau de la justice aujourd'hui. C'est une bande de voleurs qui écumaient la ville sur la route de Kati. Et ailleurs, malheureusement cette fois-ci, ils sont tombés sur le domicile de l'ancien président. Déjà dans ses premiers propos à cette séance de questions d'actualité, le Premier ministre a déclaré que la présence remarquée de nombreux groupes armés dans les régions du nord de notre pays ne favorise pas dans l'immédiat la restauration de la sécurité dans cette partie. Nous sommes en train de travailler avec la MINUSMA pour organiser la réunion du comité technique de suivi des accords de Ouagadougou. Et à l'occasion de cette réunion du comité technique de suivi des accords de Ouagadougou, nous allons nous évertuer à obtenir que les groupes armés reviennent à la position qu'ils occupaient au 17 mai dernier. Et position de pré-cantonnement pour que les forces armées ou les forces de la MINUSMA puissent occuper les positions actuellement occupées par les groupes armés et concourir à la restauration de la sécurité, qui de toute façon, je pense, sera une sécurité relative, parce qu'il y a beaucoup de groupes armés, il y a beaucoup d'hommes en armes sur cette partie de notre territoire qui ne répondent pas forcément d'un groupe armé identifié. Donc c'est cette action que nous comptons mettre en œuvre pour obtenir au moins une stabilisation de la zone, en attendant que des pourparlers inclusifs, intermaliens, puissent nous permettre d'obtenir des accords de paix qui seuls garantiront à notre entendement une paix durable. Cette séance de questions d'actualité aura permis au maximum de Maliens d'avoir des informations de première main sur le dispositif sécuritaire et les mesures d'accès aux documents administratifs comme la carte d'identité et le passeport. Les débats ont duré environ 2h30 minutes. Les élus de la nation, dans leur majorité, apprécient cette initiative de questions d'actualité. À la fin des débats, notre reporter a approché quelques-uns que je vous propose d'écouter. Les différentes réponses m'ont donné satisfaction parce que c'est un premier exercice déjà, un premier exercice de questions d'actualité introduit dans le règlement intérieur de notre Assemblée nationale. Donc le premier exercice, vraiment, le ministre a bien répondu. Par rapport à la pénurie de la carte d'identité et au passeport, je crois que c'était les réponses justes parce que ce qu'il a dit, c'est l'insuffisance de la dotation budgétaire. Donc on ne peut plus rien dire par rapport à ça. Mais sinon, la réalité, il y avait d'autres raisons en dessous qui font que vraiment ceux qui sont chargés de ça retiennent donc, les cartes pour pouvoir gagner après. Mais quand le ministre dit publiquement, officiellement, que c'est l'insuffisance de la dotation budgétaire, bon, on ne peut que se remettre à ça. Mais il a jugé nécessaire de corriger le tir. La lecture que j'en fais, c'est que globalement, elle est positive. Les députés ont posé beaucoup de questions pour lesquelles ils ont eu des réponses, même si on ne veut pas dire que toutes les réponses sont satisfaisantes. Mais je pense que ça fait du bien aux Maliens, parce que ça leur a permis de savoir qu'en tant que représentants, nous avons quand même eu le réflexe de poser un problème qui est un problème récurrent et qui est un problème qui les concerne au premier chef. Le Mali a besoin de sécurité. Les Maliens ont besoin de sécurité. Tous les députés ont parlé du problème aussi des cartes d'identité. Parce que quelque part, des fois, on dit que les cartes d'identité coûtent 10 000, on dit à d'autres que ça coûte 5 000. Il y a un député qui a posé la question au Premier ministre et le ministre de la Sécurité a répondu en disant que la carte d'identité coûte 1 700 francs CFA. Donc ça, c'est vraiment des questions très importantes. Et au-delà, moi, j'ai eu à poser une question importante. C'est celle des écoutes téléphoniques. Parce que ça aussi, c'est une insécurité. Les Maliens sont écoutés, quelque part, parce que moi je sais qu'il y a beaucoup de Maliens qui ont parlé de ce problème, mais c'est surtout le Mali. Est-ce que notre pays est en sécurité par rapport à l'extérieur? Parce que pour un pays en guerre, c'est très important de se rassurer que l'extérieur ne nous écoute pas. Déjà, c'est une excellente chose, parce que tout simplement,
ça permet d'instaurer le dialogue entre le Parlement et l'exécutif. Le sujet que nous avons débattu aujourd'hui, qui concernait l'insécurité grandissante dans les villes et les campagnes et la pénurie des cartes d'identité et des passeports, des questions pertinentes ont été posées et nous avons compris dans les réponses données par le gouvernement qu'encore il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Parce que d'abord, les moyens ne suffisent pas aujourd'hui pour sécuriser l'ensemble des populations maliennes. Et malheureusement, concernant les cartes d'identité également et les passeports, la pénurie existe. Et nous avons compris que le gouvernement va prendre quelques mesures pour essayer d'endiguer en fait ces différents problèmes. Donc nous sommes satisfaits du débat parce que c'est démocratique et c'est républicain. Mais nous restons encore sur notre faim parce qu'il ne nous a pas été dit clairement dans une date précise que ces problèmes qui ont été soulevés trouveront leur solution. Nous poursuivons avec ce communiqué. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Sada Samake, convie les responsables des partis politiques à une séance de travail qui se tiendra vendredi 13 juin à partir de 9h dans la salle de conférence du gouvernorat du district de Bamako. Ordre du jour, examen des mesures consensuelles à arrêter en vue de l'organisation des élections communales, locales et régionales de 2014. La Belgique accorde plus d'1 milliard de francs CFA à notre pays pour la gestion des déchets solides dans la région de Sikasso. Ce fonds devra contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations de la région. La convention a été signée cet après-midi au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Ramata Konati. Cet accord de financement concerne le traitement des déchets solides dans la région de Sikasso. Le bénéficiaire est particulièrement le projet intitulé « Consolidation de la filière transformation et gestion des déchets solides de Sikasso » Confides. Notre compte un peu plus qu'1 milliard de francs CFA, donc c'est considérable. C'est quelque part un nouveau début quand même. C'est le premier projet qu'on signe après le petit ralentissement, si je peux dire ainsi, pour un programme réussi de ramassage et de traitement des déchets. Il faut bien sûr la conscientisation, la mobilisation de tous les citadins. Et c'est ce qui vise ce projet. C'est un réel partenariat. Une collaboration intense entre la mairie de Sikasso, les acteurs publics et privés impliqués dans la gestion des déchets solides. Cette convention qui est extrêmement importante pour notre pays va sérieusement aider dans le domaine de l'amélioration de l'assainissement et du cadre de vie dans une localité qui est extrêmement importante pour le pays, étant une des plus peuplées du pays. C'est dire donc que cet accord Belgique-Mali pourra résoudre en partie les problèmes liés au traitement des déchets solides en 3e région. La revue du portefeuille des opérations financées par la Banque africaine de développement au Mali a eu lieu aujourd'hui dans notre capitale. Cet exercice s'inscrit dans un cadre de suivi et d'amélioration de l'exécution des opérations de la BAD au Mali. Rachel Tessougué, compte rendu. 134 milliards de francs CFA, c'est le montant prévu par la Banque africaine de développement pour le financement de 11 projets au Mali, avec un taux de décaissement d'environ 60%. Cette revue devrait permettre de faire l'état d'avancement des projets en cours et de faire des recommandations pour combler d'éventuelles lacunes. La session technique donnait l'occasion de mener des discussions franches et approfondies sur la mise en œuvre de chaque projet, de tirer des enseignements globaux, d'échanger sur les expériences et les bonnes pratiques et d'arriver à un plan d'action d'amélioration de la performance du portefeuille. Le ministre de l'Industrie et de la Promotion des Investissements a rappelé l'importance de la revue biannuelle du portefeuille des projets financés par la BAD. Depuis quelques années, cet exercice a permis l'amélioration de la performance de notre portefeuille en termes de taux de décaissement et en termes de vitesse d'exécution des projets approuvés. Cette amélioration de la performance de notre portefeuille s'est traduite par une augmentation très sensible
de l'allocation en ressources financières mises à la disposition du Mali et le financement supplémentaire de projets. Je voudrais vous assurer de toute la reconnaissance du gouvernement de la République du Mali, de sa disponibilité et de son engagement pour la réussite de notre exercice commun qui se veut participatif afin d'atteindre les objectifs que nous lui assignons. La BAD entamera très prochainement des discussions avec le gouvernement, le secteur privé et la société civile sur les orientations stratégiques et les domaines d'intervention prioritaires pour la période 2015-2019. Atelier sectoriel de l'étude de diagnostic pour l'intégration du commerce EDIC sur les contraintes de la chaîne logistique par le ministère du Commerce. Il concerne les agents des douanes et du transit. Daura Sidiki Diarra. 10 ans après le démarrage du cadre intégré du commerce au Mali, il est apparu opportun d'actualiser l'étude diagnostique pour l'intégration de cette filière sur les contraintes de la chaîne logistique du commerce et transit dans notre pays. L'étude diagnostique sur l'intégration du commerce est destinée à évaluer la compétitivité de l'économie et des secteurs qui contribuent au développement du commerce entre le Mali et le reste du monde. L'EDIC fournit une plateforme commune permettant au gouvernement, à la société civile et au secteur privé, ainsi qu'aux partenaires de développement, de s'approprier la stratégie suivie en matière de commerce et de développement. La première EDIC a été réalisée en 2004 au Mali, sous la conduite de la Banque mondiale. La matrice d'action de l'EDIC, élaborée en 2004, a retenu des mesures dont certaines ont été déclinées en projets de développement. Il s'agit, entre autres, du projet d'appui à l'amélioration de la qualité des mangues, du projet d'appui à l'industrie culturelle, du projet de confiture de mangue de Yanfouila, du projet gomme arabique. Tous ces projets ont été initiés par l'unité de mise en œuvre du cadre intégré OMNOSI, que je tiens personnellement à féliciter et à encourager pour le travail accompli. Au cours de cette journée, il s'agit là, à travers les différents volets de l'EDIC, d'analyser avec les principaux acteurs les contraintes que connaît le Mali dans le cadre de son intégration à l'économie mondiale. Il est également question d'identifier les besoins d'assistance technique en matière de commerce. Sur le plan institutionnel, l'Agence de promotion des exportations du Mali, Apex Mali, dont la création a été recommandée par l'EDIC, a été mise en place et est aujourd'hui opérationnelle. Dans le cadre de l'actualisation de l'EDIC, il est prévu la tenue d'ateliers sectoriels et d'un atelier national de validation. Le rapport met en évidence les insuffisances du cadre institutionnel caractérisé par la multiplicité et la duplicité des procédures de transit, la prolifération des points de contrôle le long des axes routiers. Et sur la base des prix fournisseurs du mois de juin 2014, les prix indicatifs plafonds à la pompe des produits pétroliers sont fixés comme suit et applicables à compter du jeudi 12 juin 2014. Supercarburant sans plomb 776, pétrole lampant 571, gaz oil 681, distillate diesel oil 681, fuel oil 180, 490, jet A1 libre. Il faut noter que le prix subventionné du kilogramme de gaz butane est de 584 francs. Par conséquent, le prix de vente de la bouteille de 2,75 kg est de 1605 francs CFA et celui de la bouteille de 6 kg est de 3500 francs CFA. Quant au prix non subventionné du kilogramme de gaz butane, il est de 909 francs CFA. C'est le Mali qui accueille la mise en place de la commission tripartite Mali-Niger au commissariat aux réfugiés. Il fait suite à une rencontre tenue à Niamey le mois dernier. La commission aura pour mission d'assister les réfugiés maliens du Niger afin de faciliter leur retour au pays. Nyanyalou Traoré. Maliens et Nigériens se rencontrent un mois après la signature de l'accord tripartite entre les deux gouvernements et le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR, accord qui stipule le rapatriement volontaire des réfugiés maliens du Niger. Un de ses effets immédiats est la création d'une commission tripartite pour définir les modalités pratiques de mise en œuvre du programme de rapatriement volontaire. C'est ce qui explique la tenue de la présente rencontre. Cette commission s'attelera à organiser le rapatriement formalisé conformément à la volonté des 10 réfugiés et aux clauses de l'accord tripartite. Monsieur le Président de la République,
M. Issou Mamadou, a bien instruit le ministère en charge, en tout cas des réfugiés, de prendre toutes les dispositions pour qu'en tout cas nos frères maliens qui vivent au Niger sentent qu'ils sont au Mali, au Niger. Et ceci est un engagement que je voudrais réitérer ici, comme on l'a toujours fait avec les différentes missions qui ont eu à venir au Niger. Beaucoup de dispositions sont prises pour permettre effectivement que ces frères reviennent dans leur terroir d'attache, que nous allons continuer toujours avec l'appui du HCR. Le Haut Commissariat pour les réfugiés, HCR, se réjouit de la mise en place de la dite commission. D'après son représentant, l'accompagnement de l'organisme ne fera pas défaut. Une fois qu'elle est mise en place, cette commission technique, elle va se réunir régulièrement, tantôt à Bamako, tantôt à Niamey, tantôt même à la frontière, pour discuter justement de l'amélioration des dispositions ou d'un manquement, pour que les deux gouvernements et le HCR se mettent à jour par rapport aux droits des réfugiés ou des rapatriés qui rentrent chez eux. Signalons que depuis 2012, le Niger abrite environ 50 000 réfugiés maliens. Courant 2013, on a enregistré de timides retours compte tenu de la situation qui prévaut toujours au nord du Mali. Le ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Berté Aïssata Bangali, vient de participer à Niamey, au Niger, à la 7e réunion de la conférence des ministres du Comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain. À l'issue des travaux, les ministres africains chargés de l'artisanat ont produit un communiqué final avec de nombreuses résolutions relatives au financement de l'artisanat, de la protection sociale des artisans africains, l'arrimage du COPEDA à l'Union africaine comme institution spécialisée, la construction de nouveaux sièges basés au Burkina, le renforcement des capacités des artisans africains par la formation et l'organisation. La présidence en exercice 2014-2015 a été confiée au Niger et rendez-vous a été pris pour 2015 au Gabon. Au troisième jour de l'examen du baccalauréat, les épreuves ont démarré dans les différents centres du district de Bamako aux heures indiquées. Notre équipe de reportage a interrogé quelques chefs de centre que je vous propose d'écouter. Les propos sont recueillis par Nouhoum Sissoko et Batraoré. Aujourd'hui, les épreuves se sont déroulées normalement. Donc, arrivé à 6h30, 7h, nous avons enlevé les confidentiels. Arrivé au centre, les épreuves ont effectivement démarré à 8h pour finir à 11h aujourd'hui. L'après-midi également, c'est la même chose. Les épreuves de philosophie ont commencé à 15h. Bon, on est là-dessus, on n'a pas fini encore. Je peux dire que c'est aujourd'hui que le bac a véritablement commencé. Aujourd'hui, vraiment, on peut dire que ça se passe dans les conditions normales. Parce qu'on a pu commencer les épreuves aujourd'hui à 8h comme prévu. Et on est sorti à 11h. Et pour les épreuves de l'après-midi, on a commencé à 15h comme prévu. Et tout se passe normalement. On n'a pas constaté d'incident aujourd'hui. À part le démarrage tardif du premier jour, au centre du Elbad ici, nous n'avons pas enregistré de panique au niveau des enfants. Les choses se sont bien passées dans notre centre ici au Elbad. Dieu merci, il n'y a pas eu de problème, ni au niveau des candidats, ni au niveau des surveillants. Nous n'avons pas connu de problèmes majeurs jusqu'au début seulement. Il y a eu quelques bobos, mais tout a bien marché comme vous l'avez constaté d'ailleurs. Les moyens matériels et moraux ont été mis à notre disposition pour que les examens puissent se dérouler. C'est vrai, les examens ne vont jamais sans problème, mais ici, on peut dire qu'il n'y a pas de problème majeur. Les candidats, quant à eux, disent n'avoir pas rencontré de problème après le retard de la première journée. Je vous propose d'écouter quelques-uns d'entre eux. Ils sont interrogés toujours par Batraoré et Nouhoum Sissoko. La journée, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé grâce à Dieu. Ce matin, on a commencé à 8h. Mais ce soir, on a commencé à 15h. Il n'y a pas de problème majeur, ça va. Bon, l'épreuve a été abordable. On s'est bien débrouillé là-dessus. Oui, ça se déroule normalement. Oui. À part le léger retard qu'il y a eu le premier jour, ça va. À part ça, ça va. Capacité sur le système national de passation des marchés publics, la session concerne les directeurs des finances et du matériel des ministères ainsi que les gestionnaires auprès des institutions de la République. Compte rendu, Nouhoum Sissoko. Cet espace d'échange vise à renforcer les capacités des acteurs de la chaîne de passation des marchés publics.
surtout quand on sait que des dysfonctionnements existent dans les procédures d'attribution de ces marchés. Il s'agira plus spécifiquement au cours de vos échanges de rappeler brièvement les grandes innovations issues de la réforme des marchés publics dans l'espace UEMOA et transposer dans notre réglementation nationale des marchés publics. Faire comprendre davantage les raisons de la relecture des textes ci-dessus visés intervenus en avril 2014. Pour le président de l'autorité de régulation des marchés publics, la journée doit permettre de promouvoir les bonnes pratiques dans l'attribution des marchés publics. Je suis persuadé que tous les DAF et DFM seront capables de contribuer à la prise de décisions de nature à concourir au renforcement de la bonne gouvernance dans notre pays. Cette journée d'échange regroupe 35 acteurs venus des directions de finances et du matériel de départements ministériels, ainsi que des services de gestion financière des institutions de la République. Traditionnelle rencontre annuelle des activités 2013 et des perspectives 2014 de la Bourse régionale des valeurs mobilières de l'UEMOA pour l'année en cours. Une innovation vient de voir le jour. Il s'agit de la journée des médias. Les détails, nous les aurons tout de suite avec Abdrahman Meiga. Le développement des technologies de l'information et de la communication impose aux entreprises publiques et privées une nouvelle conduite à tenir pour s'adapter aux réalités du moment. Cette rencontre dénommée Media Day est une initiative qui s'inscrit dans les nouvelles orientations 2014 de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Elle a pour objectif de doter les journalistes de connaissances qui leur permettent de mieux diffuser l'information boursière au niveau des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'information qui est donnée au public doit non seulement être fiable, mais aussi de grande qualité. À travers cette rencontre de Bamako, la Bourse régionale des valeurs mobilières veut accroître sa visibilité régionale et internationale. L'un des défis majeurs d'une bourse est de veiller constamment à une bonne diffusion de l'information disponible sur les sociétés cotées aux investisseurs. Ce Media Day de Bamako a été l'occasion pour les responsables de la Bourse régionale des valeurs mobilières de présenter à l'assistance quelques résultats obtenus en 2013. Ces présentations ont été suivies par des questions-réponses qui ont permis aux invités de mesurer les performances réalisées et les perspectives 2014 de la BRVM. Le directeur des opérations du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires vient de boucler une visite de 4 jours dans notre pays. Il rencontre la presse pour faire le point de sa mission. Le compte-rendu de Mamoudou Sidibé. John King a tout d'abord évoqué sa rencontre avec les membres du gouvernement du Mali. C'est là pour s'enquérir de la situation humanitaire du pays et discuter d'une réponse aux nombreux défis identifiés. Cette visite a été aussi l'occasion pour M. King d'exprimer sa solidarité et celle des Nations Unies envers le Mali en ces temps critiques. Si au sud du Mali, le directeur a rencontré en plus des membres du gouvernement, les acteurs humanitaires et les organisations de développement, à Gao et Menaka en revanche, les personnes déplacées, les organisations des femmes, le MNLA et le gouverneur ont été concernés. À Menaka, John King a constaté qu'il y a eu beaucoup de violences sur les femmes. Elles souffrent du manque d'accès aux services sociaux de base. Dans cette ville, les responsables du MNLA souhaitent participer à la réalisation d'une paix durable, ce qui fera dire au directeur de traduire les mots en actes. Autre constat du directeur, c'est l'existence d'un demi-million d'enfants qui souffrent de malnutrition aiguë au Mali, dont 85% sont du Sud. En plus des enfants, le Mali enregistre 1 500 000 personnes qui ont besoin d'assistance humanitaire, ce qui explique un besoin réel sur l'ensemble du territoire, pendant que les moyens financiers sont limités. Sur 568 millions de dollars estimés pour les besoins du Mali, il n'y a que 124 millions, soit 22% des recouvrés, a conclu le directeur. En visite à Ségou, le commissaire à la sécurité alimentaire, Nango Dambélé, a échangé avec les professionnels du secteur sur les aspects permettant la performance des différents sur la performance. Donc, il a aussi visité les magasins de stockage à Méguéré, au Gobaradolo. Par la présente mission, le commissaire à la sécurité alimentaire vient à l'écoute de ses partenaires, les opérateurs céréaliers, à quelques semaines du mois de carême, mais aussi partager avec eux la teneur des textes, dispositifs et autres conditions d'accès au contrat d'achat des céréales. Ils sont engagés à nous accompagner. Bon, ils ont fait cas de certains problèmes à leur niveau.
notamment le retard dans le paiement des contrats quand ils livrent les céréales. Effectivement, c'est un problème assez sérieux parce que chaque retard, ils ont des pénalités au niveau des banques. L'autre temps fort de cette tournée a consisté à faire l'état des lieux quant aux infrastructures, équipements et niveau d'approvisionnement de l'Office des produits agricoles du Mali. Il faudrait que les opérateurs se spécialisent davantage dans les céréales. Et cela va nous permettre de circonscrire la liste, n'est-ce pas, des partenaires avec lesquels nous intervenons dans le cadre des achats. Je suis très agréablement surpris par la bonne tenue des magasins. Et vous avez vu vous-même, les stocks sont bien entreposés, bien traités et c'est des stocks sains. Le commissaire à la sécurité alimentaire va de ce goût, quasi satisfait de ce qu'il a vu et entendu. Le village de Ntahaka, commune rurale de Ntilit, région de Gao, a abrité le lancement des activités du projet sécurité alimentaire. Durant 9 mois, les populations des régions de Gao, Kidal, procéderont au surcreusement des mares, à la réhabilitation des écoles, à la clôture des CESCOM, au maraîchage et à bien d'autres travaux d'intérêt commun de Gao. Le compte rendu de Aliou Idrissa Maïga. Ce projet sécurité alimentaire d'Enda Mali a pour objectif de venir en aide aux couches les plus vulnérables des communes rurales de Gao et de Kidal. La sécurité alimentaire va se faire à travers le cash for work. Le cash for work, c'est en français argent contre travail. La population va travailler et au retour, on doit leur donner quelque chose qui peut subvenir à certains de leurs besoins quotidiens. Les groupes cibles de ce projet, il y en a 2. Il y a les bénéficiaires directs qui sont les couches les plus vulnérables et les bénéficiaires indirects, l'ensemble de toute la population est répartie entre les différents ménages. Toutes ces actions doivent être renforcées par des infrastructures d'eau potable qui manquent à la population. Les actions qui sont au bénéfice de la commune d'une façon générale, ce sont ces actions-là qui méritent d'être renforcées et exécutées. C'est-à-dire le surcreusement des mares, ça ne rentre pas dans la poche d'une personne. C'est tout le monde qui en bénéficie, c'est l'écosystème qui en bénéficie. Des sites qu'on a choisis, là, vraiment, il y a tellement des animaux, il y a des écoles là-bas, il y a des marchés même là-bas, qui avant, ils ont des problèmes d'eau, mais aujourd'hui on pense que vraiment, ça va changer quoi. Les responsables d'Enda Mali pensent que d'autres projets sont envisageables à Ntahaka, vu l'engagement de la population de cette localité. Je vous le disais dans les titres, vous le savez d'ailleurs déjà, la Coupe du Monde 2014 est officiellement lancée avec ce match Brésil-Croatie que vous venez de suivre sur notre antenne. La compétition se poursuivra jusqu'au 13 juillet, soit un mois de compétition. 32 pays répartis en 8 poules prennent part à cette grande messe du football. Et nous recevons sur ce plateau Khalifa Naman Traoré. Il est le responsable du desk sport de la télévision nationale. Bonsoir Khalifa. Bonsoir Essata. Et cette soirée sportive, elle commence bien? Oui, elle commence bien puisque c'est le début quand même d'une grande aventure. La Coupe du Monde de football, vous le savez, ça fait partie des événements les plus médiatisés du monde avec les Jeux Olympiques. Effectivement. Et ma première question, c'est d'abord, si vous pouvez nous dire, qu'est-ce que ça représente la Coupe du Monde de football? La Coupe du Monde de football, c'est une fête. C'est la fête du football, c'est la fête du sport, puisque dans tous les pays du monde, on joue au football aujourd'hui. Même les pays en guerre, on voit que tout le monde joue au football. Et là, c'est que la Fédération internationale de football a compris. Et là, avec la Coupe du Monde de football, c'est tous les pays presque qui participent aux éliminatoires. Et au finish, on se retrouve à 32 pour la phase finale. Oui, nous avons tous suivi en direct la cérémonie officielle de lancement et aussi le... Ronaldinho et Kaka, tout simplement, l'entraîneur n'a pas voulu les sélectionner. Il a misé sur des joueurs plus jeunes. Vous savez, Ronaldinho et Kaka, quand même en 2002, oui, ils étaient les artisans du sacre du Brésil. C'était avec ce même entraîneur, Luis Felipe Scolari. Et cette année, il a décidé de se passer de Ronaldinho et Kaka.
Et l'Afrique est représentée aussi par 5 pays. Quelles sont leurs chances à ce mondial selon vous? Oui, 5 pays, je les cite. Il y a le Cameroun, il y a le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Leur chance, c'est de faire mieux que lors des 3 éditions où un pays africain est parvenu à se hisser en quart de finale. D'abord, en 90, le Cameroun a joué en quart de finale, éliminé par l'Angleterre. Également, en 2002, on a vu le Sénégal éliminé par la Turquie, une extrémie en quart de finale. Et tout récemment, en 2010, le Ghana, avec Luis Suarez qui arrête une balle en toute fin de partie. Le Ghana est éliminé en quart de finale. Donc il s'agit d'abord pour ces 5 représentants de s'extirper de ces poules, ce qui n'est pas chose aisée parce que, et prenons le Ghana par exemple qui se trouve dans un groupe où il y a l'Allemagne et le Portugal, c'est pas facile. Donc ils peuvent le faire. Et également le Nigeria avec l'Argentine, la Bosnie, c'est également difficile, mais tout est possible en matière de football. Donc premier objectif, il s'agit de passer le premier tour. Ensuite, le reste, ça c'est des matchs couperés. Et c'est ici en demi-finale. En ce moment, ce serait une performance. Et à ce stade de la compétition, peut-on déjà faire des pronostics personnels, certainement? Bon, les pronostics, c'est pratiquement les mêmes. Vous savez, à chaque grande compétition, les spécialistes essayent de calculer par-ci, par-là. Le favori potentiel, c'est le Brésil. Le Brésil, il reste toujours le Brésil. C'est le pays qui a disputé cette finale et gagné 5 trophées, perdu 2 en 50 et en 98. 50, c'était à domicile. Il y a également l'Espagne qui vient avec le trophée, qui est championne en titre. L'Allemagne qui est toujours là, toujours qui passe le premier tour. Ces dernières années, on a vu en 2010 l'Allemagne était 3e, en 2006 3e également, en 2002 finaliste. Il y a l'Allemagne, Espagne, Pays-Bas, l'Argentine avec Lionel Messi que vous admirez. Et ensuite, il y a bien d'autres pays, quand même l'Uruguay qui a remporté un trophée au Brésil, la France qui a son mot à dire avec un entraîneur comme Didier Deschamps. Donc, tout à fait, moi je souhaiterais quand même une finale Sud-Amérique-Europe plus qu'une finale totalement sud-américaine. Oui, une finale Sud-Amérique-Europe, mais quand même il y a une habitude qui s'est installée. Un pays européen n'a jamais gagné sur le continent américain. Donc c'est un défi pour les pays européens aussi. Ok, nous allons donc la première question, ou disons éclairer un peu plus les Maliens sur le programme de cette Coupe du Monde à la télévision nationale. Oui, c'est 64 matchs à Issata, 64 matchs, on a déjà donné le premier, 64 matchs sur la télévision nationale, donc tous les matchs seront intégralement diffusés. C'est vrai, il y aura des matchs en différé compte tenu de la simultanéité avec laquelle certaines rencontres seront données. Donc 64 matchs à la télévision nationale, c'est un fait, avec le plateau de la Coupe du Monde. Également, il y a le journal de la Coupe du Monde qui sera diffusé à midi, donc avec, voilà, c'est ce qui est consacré pour cette Coupe du Monde de football. En tout cas, merci beaucoup pour ces éclairages, Khalifa. Et nous vous souhaitons à tous et à nous-mêmes un très bon mois de football. Oui, très bon mois. Et si vous demandez votre pronostic? Moi, je vois Brésil-Allemagne. En finale? Et qui va gagner? Oui. Je sais que c'est le Brésil, mais j'aime bien les Allemands. Ils sont bien défensifs. Okay. Ouais. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Demain pour les infos, 10h-13h, Mohamed Touré pour le rendez-vous du soir. C'est à 21h15, une présentation de Amadou Sankari. Bonsoir à tous.